été impressionnée. Il y a une bonne, enfin, il y a un bon capital. Et j'espère que c'est un sujet très, 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 très grand. J'ai demandé même à mes collègues de se connecter. C'est tellement, c'est un sujet qui arrive tout le temps. Dans notre entourage, avec nous-mêmes, avec la Khora, on a toujours ce sujet. Professeur, sans trop tarder, je vous laisse prendre la Ok. parole. Merci Madame Dougal, Je vous en merci prie. à tous. Excusez-moi pour le petit retard. Donc on va, oui, effectivement, je rejoins Madame Dougal. C'est en fait c'est un sujet qui est d'actualité. Les leucorrhées, qui souffrent pas de leucorrhée, même les leucorrhées physiologiques. En fait, parfois on a peur, on dit que c'est une infection. Donc il faut savoir faire la part des choses entre tout ce qui est normal et tout ce qui est anormal. Comme ça, on va traiter mieux les personnes, les malades, notre entourage par rapport à cette problématique. Donc, on va commencer par parler de leucorrhée. C'est quoi les leucorrhées? Donc, c'est des pertes blanchâtres dont l'expression est en rapport avec une bonne imprégnation hormonale. Donc, c'est normal d'avoir des pertes, mais souvent, elles peuvent être en rapport à une infection, notamment une infection cervico-vaginale. Donc, on a de façon naturelle des leucorrhées physiologiques, mais ces leucorrhées physiologiques diffèrent des leucorrhées en rapport avec une infection cervico-vaginale. Donc, c'est une infection, ces infections sont devenues fréquentes vu la libération des mœurs. On voit beaucoup plus de femmes qui souffrent de ces infections vaginales. Et il faudrait qu'il y ait un bon traitement et surtout, il faudrait rompre la chaîne de contamination. Donc, il ne faudrait pas traiter que la femme, il y a aussi son partenaire sexuel et son entourage qu'il faudrait traiter pour couper cette chaîne de contamination. Donc, sur le plan physiologique, on va parler un peu des leucorrhées physiologiques. Donc, ces leucorrhées sont d'origine en général cervico-vaginale. C'est de la glaire cervicale ou des desquamations vaginales. En fait, c'est de la glaire cervicale. Donc, cette glaire, elle est sécrétée en général par le col. C'est l'épithélium cylindrique au niveau du col qui sécrète cette glaire cervicale sous l'effet des oestrogènes. Donc, vous voyez très bien que chez la femme ménopausée, il n'y a plus d'ovules, donc il n'y a plus d'oestrogènes. Donc, elle n'aura pas ces sécrétions, donc cette glaire cervicale qui permet d'humidifier le vagin. Donc, c'est pour cela qu'elle a des dyspareunies, c'est des douleurs au moment des rapports sexuels. Donc, ces sécrétions vaginales qui proviennent, on va dire, du col sont abondantes au moment de l'ovulation. C'est normal parce que c'est le pic des oestrogènes pour permettre la fécondation, le passage des spermatozoïdes à travers la glaire cervicale. Donc, elle est en général limpide et elle est acellulaire, il n'y a pas de cellules, dont cette glaire cervicale. Donc, ces sécrétions physiologiques ou bien les leucorrhées physiologiques, c'est de la glaire cervicale et associé aussi à quelques desquamations vaginales, parce qu'on a une desquamation d'origine vaginale, c'est des desquamations laiteuses en général, ou palescentes. Parfois, elles sont abondantes et parfois elles sont gênantes. Donc là, on peut trouver des cellules vaginales sans qu'il y ait d'infection, sans qu'il y ait des polynucléaires. Il y a juste que des cellules vaginales. Et c'est le courrier physiologique qui ne s'accompagne d'aucun trouble fonctionnel, ne sont pas mauvais, c'est presque inodore, et ne justifie aucune thérapeutique. Donc ça, c'est tout ce qui est leucorrhée normale, physiologique. C'est des leucorrhées qui n'ont pas d'odeur, qui sont en général fluides et qui sont abondantes au milieu du cycle sous l'effet des excrétions de l'imprégnation oestrogénique. Et puis, il y a les moyens de défense du bas appareil génital. Donc, il y a l'acidité vaginale. Il faut savoir que il y a les bacilles d'Oderlein qui transforment le glycogène contenu dans les cellules épithéliales du vagin en acide lactique pour maintenir le pH du vagin. En général, le pH du vagin, il est acide. C'est pour lutter contre les infections, on va dire. Il s'oppose à la multiplication d'autres germes contaminants. Donc, on sait très bien, par contre, que le candida, le champignon, il se développe en milieu acide. Donc, tous les germes préfèrent, on va dire, le milieu alcalin, sauf pour le champignon, le candida albicans, qui se développe plutôt dans un milieu acide. C'est pour cela, quand on a une infection vagineuse qui est due à un candida, donc on essaie de donner tout ce qui est toilette à base de pH alcalin.
Donc, la glaire cervicale, elle est riche aussi, donc comme moyen de défense, on a non seulement, on a parlé de l'acidité vaginale pour lutter contre les infections, vous avez aussi les immunoglobulines et les enzymes qui sont dans la glaire cervicale qui ont des propriétés antibactériennes. Et vous avez aussi la disposition anatomique du vagin, qui est une cavité de 8 cm qui est protégée. Il y a plusieurs plis, replis au niveau du vagin, il y a les lèvres et tout ça, qui constituent aussi des barrières antimicrobiennes. Tout ça, c'est pour lutter contre les infections. L'organisme se protège grâce à son acidité vaginale, grâce à cette glaire cervicale qui est riche en immunoglobulines et grâce à ces enzymes et la disposition anatomique du vagin. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser les infections? Quand est-ce qu'elles peuvent survenir ces infections malgré, on va dire, les moyens protecteurs qu'on a au niveau du vagin? Par exemple, le climat hormonal, c'est-à-dire les hormones, la grossesse. Donc, la grossesse, il y a l'hyperacidité qui favorise l'éclosion des mycoses. Au moment de la grossesse, l'acidité vaginale, elle augmente. Donc, on aura plus, on a dit, les champignons préfèrent tout ce qui est acide, donc ils vont se développer. Donc, la contraception aussi, qui favorise aussi la survenue des mycoses, la pilule à climat oestrogénique, plus pour les mycoses et pour les progestatifs, c'est la multiplication d'autres germes. Donc, les traitements hormonaux, que ce soit progestatifs ou oestrogéniques, ça favorise aussi les infections. Donc, la ménopause et la petite fille, on a dit pour la ménopause, il n'y a pas assez d'oestrogène, donc il n'y a pas assez de glaire cervicale qui est un moyen de défense. C'est pour cela qu'il y a plus de risques d'infection chez les femmes ménopausées. Donc, c'est le climat hormonal qui favorise en fait ces infections, notamment la grossesse, la pilule oestrogestative et la ménopause. Donc, les habitudes aussi de la femme, donc c'est l'utilisation, par exemple, des toilettes intimes fréquentes, des antiseptiques locaux, c'est déconseillé, donc les antiseptiques locaux. Donc, l'utilisation de certains savons pour la toilette, les tampons vaginaux, le port de linge imperméable à l'air favorisant la macération des mycoses, tout ce qui est synthétique, on va dire, ça favorise les mycoses. Donc, c'est très important dans les habitudes de la femme parce que parfois, on pense qu'on fait du bien parce qu'on utilise des antiseptiques tout le temps. La femme, elle nous dit, elle se lave plusieurs fois, elle utilise du savon spécial pour ça. Mais en fait, le fait de trop nettoyer, ça élimine les moyens de défense de l'organisme locaux, c'est-à-dire ça altère l'acidité vaginale, ça élimine la glaire qui est normale. Donc, ça va favoriser les infections. Donc, ce qui est conseillé, c'est de faire une toilette intime, on va dire une toilette en utilisant un antiseptique local une fois par jour. C'est pas plusieurs fois, mais une fois par jour, par exemple le soir, il faut bien se laver avec un savon et bien assécher. Et pour tout ce qui est port de linge, donc c'est clair, il faudrait préférer, on va dire, tout ce qui est coton, qui est lavé au savon de Marseille. Donc on revient au basique, on va dire, c'est du savon de Marseille et on laisse sécher à l'air libre pour éviter tout ça. Donc, c'est pas toujours évident, on va dire. Donc, le terrain, donc après les habitudes de la femme, on a le terrain, le diabète. On sait que le diabète, c'est un terrain d'immunodépression, donc ça peut favoriser des infections. Les femmes diabétiques posent beaucoup de problèmes d'infection vaginale, les sujets immunodéprimés, donc une femme qui a un lupus, qui est sous corticothérapie, tout ça, qui prend un traitement immunomodulateur, elle risque aussi de faire des infections vulvovaginales, les malformations génitales et les malformations urinaires, notamment les tumeurs aussi pelviennes. Il y a aussi les causes iatrogènes qui favorisent ces infections, c'est la prise de corticoïdes, parce que les corticoïdes, c'est comme des immunosuppresseurs, ça altère l'immunité de l'organisme, donc les immunosuppresseurs notamment, et les antibiotiques. Donc, s'il n'y a pas, on sait très bien que les antibiotiques, on a des germes physiologiques au niveau de la flore vaginale. Si on utilise des antibiotiques, trop d'antibiotiques, on risque d'altérer la flore vaginale présente normalement de façon physiologique dans le vagin. Donc, ça, c'est, on va dire, les facteurs qui favorisent ces infections. Donc, on a parlé des habitudes de la femme, le terrain de la femme et tout ça. Il y a aussi des causes qui déclenchent ces infections, notamment les contaminations vénériennes, donc c'est des MST, les maladies sexuellement transmissibles. Il y a aussi la contamination qui vient d'autres origines, telles que la gorge, la peau, c'est-à-dire c'est des infections de contact, on va dire. Donc, les germes pathogènes, donc quels sont les germes responsables de ces vulvovaginites ou de ces infections cervico-vaginales?
Donc, en général, c'est des MST, c'est des maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est l'homme qui contamine la femme et vice-versa. Donc, on a beaucoup plus, c'est le gonocoque, on a le trichomonase, on a les lévures, l'herpès simplex, et on a le chlamydia trachomatis, donc le dernier chlamydia trachomatis. Donc, en général, les infections sont asymptomatiques, elles ne ressentent rien, mais ça donne plus tard des adhérences très importantes responsables d'infertilité. Donc, en fait, c'est un symptôme qui paraît, on va dire, banal, mais parfois on a des complications lointaines qui sont graves, notamment l'infertilité, notamment les adhérences au niveau du pelvis, qui sont en rapport avec ces infections qui sont mal traitées ou pas du tout traitées. Donc, les agents ne déterminant pas de lésions spécifiques, donc c'est les agents, on va dire, opportunistes, c'est le staph, le strepto, le proteus. Et vous avez aussi le Gardnerella vaginalis, c'est un parasite. Donc, le mycoplasma et l'uroplasma. Et vous avez aussi les autres agents qui sont associés à ces infections. Donc, ce qu'on retient beaucoup plus de ces infections, il faut dire que c'est maladie sexuellement transmissible. Ça contamine, c'est contagieux, donc il y a le risque de contamination. Maintenant, comment on examine une femme qui vient pour des leucorrhées, donc ou bien une collègue qui vous dit j'ai des leucorrhées, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cette patiente, pour cette femme qui demande des soins. Donc, commencez toujours par l'interrogatoire, une anamnèse correcte avec la date des débuts de troubles, c'est-à-dire depuis quand vous avez ces pertes. Donc, les caractéristiques de ces pertes, c'est-à-dire l'odeur, est-ce que ça sent mauvais, est-ce que c'est abondant, est-ce que c'est toute la journée, est-ce que c'est pendant tout le cycle ou lors d'une période particulière du cycle, par exemple avant les règles. Il y a beaucoup de jeunes filles qui vous disent qu'elle a des pertes qui sont mauvaises juste avant les règles. Donc, les signes aussi associés, tels que par exemple, ça s'accompagne, c'est des pertes accompagnées de prurite vulvaire. Donc là, on pense plus à un champignon. C'est des pertes accompagnées de brûlures vaginales, de douleurs au moment des rapports sexuels, de douleurs pelviennes ou bien des signes urinaires. Elle a une dysurie, elle a une polacurie ou bien des signes digestifs, elle a une diarrhée, tout ça. Donc, il faudrait aussi demander si elle prend un traitement, si elle a déjà traité, si c'est son premier épisode, ou bien elle s'est fait déjà traiter pour ce problème d'infection. Donc, le traitement déjà entrepris, ou elle prend entre-temps des antibiotiques. Donc, on complétera par un examen gynécologique, donc un examen général. Donc, c'est l'inspection, on va inspecter, on va regarder. Donc, il faut regarder, faut consulter, on va dire, il ne faut pas donner un traitement comme ça sur les dires de la patiente. Donc, il faut consulter, examiner la patiente. Donc, c'est l'inspection de la région vulvo-pyrénéale, la peau, les muqueuses. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Qu'est-ce qu'on regarde? On cherche une congestion des œdèmes qu'on voit, donc des lésions de grattage, un écoulement urétral. Donc, on va essayer de voir s'il y a un écoulement urétral ou non. Donc, et puis, après l'inspection, vous avez l'examen au spéculum. Donc, on va mettre un spéculum et on va voir les caractéristiques de l'écoulement. C'est-à-dire, on va observer le col, on va voir la nature de cet écoulement. Et puis, vous avez, au moment de l'examen, on doit préciser s'il y a un extropion. Donc, c'est quoi l'extropion? Donc, c'est l'extravasation, on va dire, de l'endocole sur l'exocole. C'est l'endocole qui sort et ça favorise les infections. Et on va voir l'état de la glaire. On va voir directement ces leucorrhées. Donc, on complétera après l'examen spéculant par un toucher vaginal. Donc, on va chercher la sensibilité de l'utérus, les annexes, est-ce qu'il y a une masse annexienne douloureuse, les paramètres, tout ça. Pourquoi? Pour voir si cette infection locale, elle s'est étendue vers l'utérus et vers les trompes. Donc, à la recherche d'une infection génitale haute, parce que l'infection génitale basse, elle peut se compliquer d'une infection haute. C'est pour cela qu'il faudrait faire votre toucher vaginal combiné au palpé abdominal pour voir la sensibilité de l'utérus et des annexes. Donc, le massage derrière en avant de la glande sucérétrale, en fait, on essaye de masser le méa urétral pour faire sortir s'il y a des gouttes de pus. C'est plus en rapport avec le gonocoque, l'infection gonococcique, c'est une infection urogénitale. Et l'examen du partenaire, elle est toujours souhaitable, sinon on va interroger la femme si son mari ou son partenaire sexuel a les mêmes symptômes.
Et puis, il faudrait compléter par un examen des aires ganglionnaires, un examen complet. Donc, une fois qu'on a fait notre examen clinique, on a interrogé la patiente sur les caractéristiques sémiologiques de ces leucorrhées, depuis quand ils sont là, quels sont les signes accompagnateurs. On a examiné la femme, on a vu est-ce qu'il y a des œdèmes, des lésions de grattage, des pertes pathologiques. Là, on va faire un examen extemporané des sécrétions vaginales, c'est-à-dire on va prélever ces sécrétions, on va les étudier. Donc, on va réaliser ces frottis au niveau du col de sac du vagin. Donc, on prélève ces sécrétions et on va observer si, au microscope s'il y a des polynucléaires, s'il y a du trichomonas vaginalis, des parasitoses et tout ça. Donc, on recherche aussi des filaments mycéliens, des spores et tout ça en rapport avec, ça c'est l'examen au microscope à la recherche de germes, à la recherche de champignons. Donc, l'examen bactériologique au laboratoire, il est indispensable. Quand est-ce qu'on fait en fait notre prélèvement vaginal? Quand est-ce qu'on adresse au laboratoire? Donc, lorsqu'on a un frottis qui est sale avec des polynucléaires altérés sans trichomonas ni levure, c'est-à-dire quand on observe au microscope, quand on voit ces sécrétions, on trouve qu'il y a beaucoup de cellules polynucléaires. Lorsqu'on suspecte une infection en gonocoque, parce qu'il faudrait la confirmer pour traiter correctement la patiente, parce que c'est important en infection en gonocoque. Lorsque l'infection, elle est récidivante, à chaque fois, elle fait ses infections. Donc là, il faut demander l'examen bactériologique. Ou lorsque vous avez des signes d'infection génitale haute, c'est-à-dire cette infection basse, c'est leucorrhée, s'accompagne de douleurs pelviennes, s'accompagne de syndrome infectieux, elle est fébrile, la patiente, elle a mal au niveau du bas du ventre. Là, il faudrait un examen bactériologique de ces sécrétions. Sinon, en dehors de ces cas, donc il n'y a pas lieu en fait de demander un examen bactériologique. Si c'est le premier épisode, si l'état général, on va dire, il n'y a pas de signe d'alerte d'une infection haute, donc on pourra se contenter de traiter la patiente sans faire d'examen bactériologique. Donc, à l'issue de cet examen, une leucorrhée physiologique est retrouvée dans 10% des cas avec, on va dire, par exemple, si on prend 100 femmes qui consultent pour des pertes anormales, 10 de ces femmes, c'est des leucorrhées qui sont tout à fait physiologiques et qui ne nécessitent même pas un traitement. Donc, c'est pour cela qu'il est très important d'examiner nos patients. Donc, le pH, une leucorrhée physiologique, vous allez trouver un pH acide inférieur à 4,5 à l'examen, un test de potasse qui est négatif, un frottis qui est propre avec absence de polynucléaires et la présence en quantité suffisante de flore lactique vaginale, donc en période d'activité ovarienne. C'est-à-dire, il y a les saprophytes, les germes normaux de la flore vaginale qui est normale. Ça, c'est des leucorrhées physiologiques qui sont des leucorrhées propres. Donc, on va parler maintenant des étiologies ou bien les différents tableaux cliniques en fonction du germe responsable. Donc, c'est très important d'identifier le type d'infection, comme ça on pourra la traiter correctement. Par exemple, s'il s'agit d'une bactérie, il faut donner des antibiotiques. S'il s'agit d'un champignon, il faut donner des antimycosiques. Donc, s'il s'agit d'un parasite, il faut donner des antiparasitaires. Et pour chaque infection, chaque type de germe, le tableau clinique, il diffère. On commence par les infections aux champignons, c'est les vulvovaginites mucosiques, donc les champignons. Comment elles sont ces leucorrhées, les caractéristiques sémiologiques de ces leucorrhées. Donc en général, c'est des leucorrhées blanchâtres, grumeleuses, caillebottées, c'est comme du lait cailleboté. Donc elles sont inodores, donc imangolo en arabe le donc caillebottées, donc elles sont inodores, il n'y a pas d'odeur. Donc, quand on examine, donc on trouve ces leucorrhées abondantes, blanchâtres, caillebottées, et on trouve aussi une muqueuse qui est rouge. Le vagin, la muqueuse vaginale, elle est très rouge, elle est vif, elle est vernissée. Elle est associée souvent à un prurit vulvaire, ça gratte beaucoup. Donc, le pH, il est acide. On a dit que les champignons aiment le pH acide, se développent normalement dans le pH acide. Donc, le frottis, il est propre, il n'y a pas de polynucléaire, on va dire, altéré, il n'y a rien de spécial. Le test potasse, là, quand on met du potassium à 5%, on examine, on trouve les filaments mycéliens et les spores, c'est les champignons, on les trouve au test de potasse. Et là, la culture au milieu de sa bourreau, c'est les champignons. Donc, ça permet de confirmer le diagnostic de cette infection mycosique.
Donc, le traitement, il faudrait détruire les mycoses à l'aide d'un antifongique par voie locale. Donc, on a beaucoup d'antifongiques sur le marché, donc il faudrait utiliser par voie locale. Il faudrait alcaliniser le milieu vaginal. On a dit que ces germes, ces champignons aiment le milieu acide, donc pendant cette période d'infection, on va essayer de les soumettre à un milieu alcalin pour détruire ces champignons. Donc, on peut utiliser, par exemple, je peux citer quelques médicaments, tels que le Chaforel, il a un pH alcalin. Le traitement antifongique, vous avez beaucoup de traitements antifongiques, les gynopevarines, vous avez, en fait, il y a beaucoup de gammes thérapeutiques sur le marché. Il faudrait surtout ne pas oublier de traiter le partenaire, parce que ça sert à rien de traiter la femme si on ne traite pas le mari, parce que là, c'est un cercle vicieux, même si on la traite, elle va avoir un rapport avec son mari et elle va encore être recontaminée. Donc, il faudrait traiter aussi correctement le partenaire. Après les mycoses, donc je pense que c'est clair pour les mycoses, donc il n'y a pas de question. On va enchaîner avec le deuxième tableau clinique, c'est le trichomonase, l'infection au trichomonase vaginalis. C'est une maladie sexuellement transmissible, donc il y a une contamination sexuelle dans ce germe. Donc le leucorrhée, c'est des leucorrhées verdâtres, spumeuses, voire hémorragiques, donc c'est des pertes verdâtres, donc on le voit très bien avec le trichomonase vaginalis. Donc l'odeur, elle est fade, on dit comme elle est très fade, la muqueuse, elle est très rouge, et ça s'accompagne de douleurs, de dyspareunie, de spotting post-coïtal et de dysurie. Le pH, il est normal, on va dire. Le frottis, il est complètement sale. Donc c'est un parasite, on va dire, qui donne des pertes verdâtres. L'odeur, elle est vraiment fade et ça donne des douleurs. Donc, il faudrait traiter, si on a fait des pertes vertes, par un antiparasitaire qui est par exemple le flagyl. Il faudrait aussi acidifier le milieu vaginal et traiter bien sûr le partenaire parce qu'on a dit c'est une MST. Donc, là, vous voyez très bien que c'est en fonction du germe qu'on a le tableau clinique et qu'on pourra traiter sans même faire le prélèvement bactériologique. Après, vous avez les vaginoses bactériennes, les bactéries, c'est des leucorrhées blanchâtres, très fluides, elles sont abondantes. Là, il y a l'odeur, ça sent mauvais, c'est malodorant. Il n'y a pas vraiment de signes inflammatoires locaux. Ça peut être aussi, ces infections bactériennes peuvent être asymptomatiques dans un tiers des cas. Et parfois, elles sont associées à des saignements, à des douleurs au moment de la miction. Le pH, il est acide et le frottis, il est en général sale. C'est plein de polynucléaires, chez des bactéries avec des polynucléaires. Et on fait le sniff test qui est positif, qui est en rapport avec la sécrétion de ces bactéries. L'examen bactériologique est culture de cellules et le traitement va donner en fonction de l'antibiogramme. Là, quand on a dit tout à l'heure, quand est-ce qu'on fait le prélèvement vaginal, c'est lorsqu'on a un frottis sale. Donc, quand on voit à l'œil nu, on voit que, ou bien au microscope, que c'est sale. Donc, il y a beaucoup de polynucléaires. Donc, il faudrait là faire une étude bactériologique pour déterminer la bactérie et la sensibilité, l'antibiotique qu'il faut en fonction de l'antibiogramme. Donc, on traite en fonction de l'antibiogramme si on a une infection bactérienne. Après les infections bactériennes qui sont mauvaises, donc on va passer au gonocoque. Donc le gonocoque, c'est très important, le gonocoque. C'est une maladie sexuellement transmissible aussi. Donc la particularité du gonocoque, c'est des pertes jaunâtres, c'est jaune, c'est purulent, donc c'est du pus, c'est des jaunes. Il n'y a pas vraiment d'odeur et en général associé à une atteinte du col, des glandes, tout est inflammé. Donc on peut avoir une atteinte asymptomatique dans un tiers des cas. Le frottis, il est toujours négatif, plutôt, le frottis, il est sale. Et le sniff test, là, ça diffère par rapport aux bactéries, on va dire, banales. Ici, le gonocoque, le sniff test, en fait, le sniff test, c'est la détermination, on va dire, du type de bactérie qui est négatif. Et le diagnostic direct, c'est l'examen au microscope qui voit directement le gonocoque, qui est diplocoque à gramme négatif et après culture. Donc, le traitement, c'est un traitement en minutes. On peut utiliser de la pénicilline, de la thromycine. Là, on n'a pas la thromycine. Et on peut aussi utiliser l'érythromycine. Donc, ce qu'on donne habituellement, c'est de la pénicilline. Alors, vous avez,
je pense qu'on a fait la tour de la question, mais on a un cas clinique quand même pour essayer de fixer les données. Donc, Est-ce qu'on ne voit pas d'abord les questions? bon, on va les questions, d'accord. Ok. Non, c'est une proposition, hein. C'est vous l'enseignante, c'est pas moi. Non, il n'y a pas de souci. Le temps de mettre le cas clinique, on va voir les questions, c'est mieux. Donc, on va voir les questions. Il y a des Juste questions. moi, je voudrais savoir, est-ce que l'examen clinique est dans notre esprit quand on commence à examiner la femme? Est-ce qu'on réfléchit de la même manière quand il s'agit d'une jeune fille ou d'une dame? C'est-à-dire Oui, une gestationnelle qui a déjà... oui, d'accord. Alors, oui, justement, c'est une bonne question. Lorsqu'on a, en général, une jeune fille, donc, quand on examine, c'est clair, donc, quel que soit, il faudrait examiner, parce qu'on a tendance, quand il s'agit d'une jeune fille, on essaye de ne pas examiner la fille, on donne un traitement, et tout ça, elle nous explique ce qu'elle a, on donne un traitement. Mais, vaut mieux examiner, voir la nature. On a dit tout à l'heure que c'est en fonction de ces locaux qu'on a le tableau clinique et qu'on pourra déterminer le germe et traiter en fonction du germe. Donc, lorsqu'on est devant une jeune fille, on va dire qui n'a pas de rapport sexuel ou qui n'est pas mariée, là, mais il faudrait examiner normalement, voir, on va dire, l'état de la vulve, parce que on peut voir aussi les leucorrhées qui coulent, et là, on peut déterminer la nature de ces leucorrhées et la traiter. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas mettre ça un spéculant, donc on ne va pas faire une toucher vaginale, mais quand même, on va voir l'état de la muqueuse vulvaire et aussi le type de leucorrhée. Donc, ça diffère, en fait, l'examen est différent, mais vaut mieux examiner pour pouvoir déterminer, on va dire, le germe, plus exactement. Voilà. J'espère que j'ai répondu, Madame Gogam, à votre question. Oui, oui. Vous avez par contre des questions. Oui. Alors, Comme ça vous permettra de cerner pour le cas clinique. ok. Vous arrivez à lire? Les questions, je vais lire une seconde. Attendez, les questions, je reviens sur les questions. Il y a on va descendre, on commence par en bas. Alors, Moi, je ne sais pas. traitement des infections à gonocoque. Alors, comment on traite une infection à gonocoque? OK. Alors, pour les infections à gonocoque, on donne de la pénicilline. Donc, il faudrait donner de la pénicilline. On pourra donner aussi de l'amoxicilline. On pourra donner l'amoxicilline à raison d'1 gramme 2 fois par jour. Donc, c'est un traitement par voie parentérale. Donc, c'est par voie orale. Il faudrait aussi traiter le mari. D'accord? Il ne faut pas oublier de traiter le mari. Donc, il y a une allergie, on pourra donner aussi des macrolides, on pourra donner de l'érythromycine aussi. On peut donner de l'érythromycine en cas d'infection à gonocoque. Donc, la femme ménopausée, oui, la femme ménopausée, on a dit, il y a une question sur la femme ménopausée. On a dit que la femme ménopausée, il n'y a pas assez de sécrétion, donc elle est sujette à faire des infections. Il faudrait aussi traiter ces infections. Maintenant, si vous parlez, on va dire, du fait qu'il n'y a pas assez de sécrétion physiologique, parfois on donne des ovules à base d'oestrogène pour améliorer, on va dire, la qualité du vagin et tout ça. Surtout si elle a des rapports sexuels, qu'elle est gênée au moment des rapports sexuels, on peut s'aider par des traitements locaux, on va dire, par des oestrogènes de façon locale. Donc, c'est ce qu'on donne chez le diabétique. Chez la femme ménopausée, la Non, diabétique. Je parle devant une mycose vaginale à répétition chez le diabétique. Alors, chez la diabétique, là, il faudrait faire l'étude bactériologique pour déterminer le type de germe. Et comme ça, on pourra cibler, on va dire, le germe exactement. Donc, il faudrait toujours faire chez la diabétique, faire un prélèvement vaginal, voir le type de bactérie, donner l'antibiotique qu'il faut. Sinon, chez la diabétique, donc en dehors de cela, si elle fait des infections, c'est que son diabète, il n'est pas bien équilibré. Et c'est le cercle vicieux. Donc, l'infection, elle déséquilibre le diabète. Et le diabète déséquilibré aussi, il favorise les infections. Donc, pour éviter ces infections, le mieux aussi, ça serait d'essayer d'équilibrer ce diabète.
Donc, c'est un facteur déclenchant des infections. Mais aussi, il faudrait traiter correctement ces infections. Il faut un prélèvement vaginal avec de l'antibiotique qu'il faut pendant la durée suffisante. Et le traitement chez la diabétique, en fait, il est en fonction du germe. C'est la même chose qu'une femme, on va dire, non diabétique. Donc, c'est le même traitement. Alors, qu'est-ce qu'on donne au mari en cas de gonococcie? C'est la même chose, on donne de l'érythromycine. Donc, c'est le même traitement qu'on donne à la femme, on le donne à l'homme. Comment on va acidifier le milieu vaginal? Donc, on a des solutions, des solutions comme à pH acide. Il y a beaucoup sur le marché, donc ils sont disponibles. Donc, il y a l'alcalin, pH alcalin, et vous avez le pH acide. Je ne peux pas citer des marques, en fait. Alors, les gonococcies sont à déclaration. Oui, les gonococcies, c'est des infections à déclaration obligatoire. Donc, on va pas déclencher une enquête épidémiologique. Il y a une question sur ça. Mais on va dire que on doit déclarer ces infections et rechercher ces infections chez le partenaire surtout. Chez le partenaire, il faudrait chercher cette infection. Alors, donc là, il y a une question sur le frottis. Donc, si on a une infection au frottis, donc c'est au prélèvement vaginal en fait, c'est pas un frottis. Donc, est-ce qu'on refait après traitement? Non, on ne refait pas en fait le prélèvement. C'est pas comme le CPU, lorsqu'il y a des infections urinaires, on vérifie c'est toujours là ou non. Dans les infections vulvo-vaginales, donc si on a fait un prélèvement vaginal et ça révèle une infection, on la traite et on n'est pas obligé de refaire un autre prélèvement pour confirmation, on va dire, de l'efficacité de notre traitement. Il n'y a pas lieu de redemander encore un bilan de contrôle après. Alors, certains médecins demandent le frottis pour des infections génitales. Oui, justement, les gens ils conforment. Donc, c'est pas un frottis, c'est un prélèvement vaginal. Le frottis, c'est autre chose. Le frottis, c'est pour les lésions précancéreuses du col utérin. C'est, on va dire, prélever les cellules du col pour voir s'il y a des cellules précancéreuses. Donc, c'est pas pour les germes, c'est plus pour les cellules, on va dire, précancéreuses du col. Par contre, le prélèvement vaginal, on va prélever la glaire cervicale et on va chercher au niveau de cette glaire s'il y a des bactéries, s'il y a des polynucléaires et tout ça. C'est pas la même chose du tout. Donc, il faudrait préciser, est-ce que c'est un frottis ou bien un prélèvement vaginal? Oui, les gens confondent parfois. Alors, une jeune fille non mariée qui présente des mycoses récidivantes, même après traitement féroce pendant 4 mois, difficilement sans... Donc, une jeune fille, bon, là, c'est les infections récidivantes, malgré le traitement. Donc, pour ces jeunes filles, donc on a dit que la jeune fille aussi, elle est sujette à faire beaucoup d'infections parce que c'est les variations hormonales. Donc, il faudrait aussi les règles hygiéniques, c'est-à-dire les toilettes, ça veut dire le linge aussi du coton, et il faudrait laver aussi au savon, on va dire savon de Marseille, et il faut aussi sécher à l'air libre. Il faudrait aussi que les conditions soient favorables. Et puis, il faudrait aussi demander, cette jeune fille qui fait beaucoup d'infections, une glycémie pour voir s'il y a peut-être un terrain de diabète ou tout ça. Il faut chercher en fait le facteur qui est toujours là, qui favorise ces infections. D'accord? C'est pas le problème, c'est pas le traitement. Le problème, quel est le facteur déclencheur de ces infections qui persistent, qui reviennent à chaque fois. Alors, on va dire. Quand vous parlez de la période, je suis le médecin, j'ai une patiente qui vient me voir pour des leucorrhées et je veux faire l'examen bactérien. Donc, moi, entre-temps, je suis dans une région éloignée, je ne suis pas devant vous. Est-ce que je traite cette patiente? Est-ce que j'entame mon traitement? La femme souffre. Est-ce que je fais l'examen? Oui. En fait, lorsqu'on a une femme qui a un tableau, on a dit que pour faire le prélèvement vaginal et attendre, on peut faire notre prélèvement
tout de suite et commencer le traitement. On n'attend pas le résultat, on va dire. Et après, on peut... Est-ce que c'est le médecin généraliste lui-même qui fait le prélèvement? Oui, il peut faire lui-même le prélèvement. La femme elle-même, elle peut faire le prélèvement vaginal. C'est comme le coton-tige. Donc, elle va D'accord. prélever au niveau du cul-de-sac. Donc, c'est le médecin généraliste, la sage-femme, la femme elle-même, elle peut faire son prélèvement vaginal. Mais il y a des indications du prélèvement vaginal. C'est pas chez toutes les femmes, on va faire ces prélèvements. On a dit tout à l'heure, on réserve ces prélèvements vaginaux chez les femmes qui font des infections à répétition. Si vous avez vraiment une infection sale, c'est-à-dire les locaux qui sont très mauvais, une infection vraiment patente, là, il faudrait déterminer la bactérie pour mieux traiter. Sinon, si vous avez des locaux, on va dire, d'une infection banale, donc on pourra donner le traitement probabiliste, on va dire, et on va voir. On a même des médicaments qui combinent les trois, un antiparasitaire, un antifongique et un antibactérien. Donc, vous avez dans une seule ovule, vous avez les trois médicaments, on va dire. Donc, si on a un doute de diagnostic. Mais on a dit, c'est en fonction du tableau, le type de leucorrhée, on peut déterminer la cause. Donc, si c'est une mycose, c'est blanchâtre, il y a du prurit, c'est un champignon. C'est sûr que c'est un champignon. Donc, si c'est blanc, des pertes blanchâtres importantes, épaisses, avec un prurit important et c'est de la rougeur, c'est un champignon. Il faudrait donner un antifongique. Il y en a, il y en a de toutes les marques, un antifongique. Il faut alcaliniser le vagin, c'est-à-dire donner du savon alcalin, parce que les mycoses aiment l'acidité, donc il faut mettre un milieu, favoriser un milieu alcalin, et on peut traiter l'infection mycosique. Maintenant, s'il y a des pertes verdâtres, c'est autre chose, c'est un parasite. Il faut donner un antiparasitaire, c'est le flagine. Donc, si vous avez des pertes verdâtres qui sont de façon fade, de façon très fade, c'est plus en rapport avec un parasite, et c'est le trichomonas vaginalis. On va donner, on va pas faire notre prélèvement vaginal, on va juste directement traiter par du flagine. Et si on a une infection bactérienne, c'est-à-dire des pertes, on va dire, blanchâtres qui sont mauvais, donc là, c'est plus une bactérie, mais là, quand il s'agit de bactéries, il vaudrait mieux faire un prélèvement vaginal. Elle fait son prélèvement, entre-temps, elle fait son ovule. Donc, juste, elle envoie le prélèvement et elle commence son traitement. Elle n'attend pas le résultat parce qu'on perd du temps, en fait. Exactement. Et maintenant, ça dépend où est-ce qu'elle est, la femme. Elle ne peut pas se permettre de faire à chaque infection un prélèvement vaginal. Donc, ce n'est pas une indication. Le prélèvement, il a ses indications, on va dire. Voilà. Donc on observe, il y a l'odeur, il y a la consistance. La couleur. Voilà. La couleur, c'est très... La couleur, exactement. En fait, en matière de leucorrhée, on doit regarder. On doit regarder, on doit voir la couleur de ces leucorrhées, l'odeur, les signes accompagnateurs. Est-ce qu'il y a un prurit? Il n'y a pas de prurit. Donc, c'est en fonction de ça qu'on traite. On n'est pas obligé de faire un prélèvement vaginal pour toutes les femmes. En fait. Vous voulez continuer ou on passe au cas clinique et vous reprenez après les questions? Oui, je vais passer au cas clinique. Une seconde. Alors, on cherche un peu clinique. Allô? Je ne sais pas si vous voyez. Allô? C'est bon, c'est bon. Donc, on va essayer de faire un cas clinique, comme ça on va fixer les informations. Donc, essayez de répondre, s'il vous plaît. Alors, on va commencer. Donc, vous avez Madame Khadija, âgée de 35 ans. Donc, elle est enceinte, grossesse de 7 mois. Elle est diabétique, c'est du diabète chronique sous insuline. Elle est obèse et elle consulte pour des pertes vaginales depuis 2 jours. Donc, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de facteurs de risque d'infection vulvovaginale. Donc, elle vient vous voir pour des pertes vaginales qui la dérangent depuis 2 jours. Donc,
Alors, de quoi peut-il s'agir? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut dire, elle vient consulter, on peut lui dire que de revenir, de lui donner un rendez-vous un peu tard, après une semaine, ou bien est-ce qu'on est obligé de la voir parce qu'on suspecte quelque chose? Voilà. Je vais dire le message. Donc, cette jeune femme de 35 ans qui est enceinte, qui est diabétique, qui est obèse, qui est sous insuline et qui vient vous voir pour des infections. Donc, on doit examiner la malade, très bien, et la conduite à tenir de faire un traitement d'éliminer la menace par toucher vaginal, oui. Donc, plusieurs facteurs de risque qu'il faut examiner. Très bien. Donc, ça, on doit la voir, donc on doit l'examiner. Donc, ça peut être des leucorrhées, on va dire, physiologiques, ça peut être pathologique, donc ça peut être aussi normal. Ça peut être aussi du bouchon muqueux, donc elle perd son bouchon muqueux. Ça peut être aussi une rupture des membranes. Donc, ces pertes, c'est pas toujours une infection, elle peut rompre la poche des os, rompre ses membranes, et c'est un écoulement eau de roche, abondant, liquéfié. C'est en rapport, on va dire, avec le liquide amniotique. Donc, on peut évoquer beaucoup de choses. Pas que le leucorrhée, ça peut être des leucorrhées, comme ça peut être du liquide amniotique, comme ça peut être du bouchon muqueux. Donc, c'est ce qu'il faut évoquer comme réponse. Alors, complétez votre examen clinique, c'est-à-dire compléter votre observation. Donc, on va examiner la patiente. Oui. Donc, on va examiner donc, les antécédents. On va compléter notre examen clinique. Donc, les antécédents, c'est mère diabétique, père hypertendu. Donc, je donne les antécédents de cette patiente. Elle est diabétique depuis 12 ans sous insuline, mais qui est mal suivie. Donc, elle a des pneumopathies aiguës bactériennes traitées par des antibiotiques pendant 21 jours le mois passé. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à faire le lien entre cette pneumopathie et cette infection vaginale, on va dire. Dans ses antécédents chirurgicaux, elle a eu une appendicectomie à l'âge de 15 ans. Elle a eu ses règles à l'âge de 13 ans avec un cycle irrégulier. Donc, elle a eu 3 avortements précoces et le même tableau actuel 2 fois durant cette année. Donc, elle souffre en fait des infections à répétition, elle fait beaucoup d'infections. Durant l'année, elle est à son 3e tableau clinique. Donc, sur le plan obstétrical, c'est une G5P1, c'est-à-dire elle a eu 5 grossesses, 3 avortements, donc 3 avortements, un accouchement par voie basse d'un gros enfant de 4 kilos par forceps, et la grossesse actuelle qui est une grossesse de 6 mois. Alors, on va donner les caractéristiques sémiologiques de ces pertes. Donc, elle nous dit que c'est des pertes peu abondantes, elles sont blanchâtres, épaisses, grumuleuses et parfois nauséabondes. C'est des pertes qui sont associées à une prurite intense, elles se grattent beaucoup avec des douleurs au moment des rapports sexuels. Son mari, il souffre de balanite à répétition, lui-même il fait beaucoup d'infections. Et vous mettez votre spéculant, parce que même elle est enceinte, une femme enceinte, il faut savoir examiner et mettre un spéculant. On l'a dit plusieurs fois, il ne faut pas oublier de voir le col, parce que si on n'écarte pas les parois du vagin, on ne va pas voir le col et on peut passer à côté de beaucoup de choses. Donc, vous avez ça à l'examen spéculant. Donc, on va compléter l'examen clinique. Donc, la patiente, elle est en bon état général, elle est apéritique, elle n'a pas de fièvre, donc c'est très important. L'abdomen, il est bien, elle a une hauteur utérine à 28 cm. Le périnée, le siège d'une éruption rouge, malignité avec des lésions de grattage à différents niveaux, une bulbe qui est rouge et qui est œdémaciée. Donc, au spéculum, c'est le vagin qui est tapissé par l'endroit par un enduit blanchâtre, cailloté, dégageant une odeur de plâtre frais, le col normal, le tarnier négatif. Le tarnier, c'est-à-dire on appuie sur l'utérus pour voir s'il y a du liquide qui sort à travers le col, c'est en rapport avec la rupture prématurée des membranes. Le toucher, il était très douloureux et le col, il est fermé.
Pas de douleur à la mobilisation de l'utérus, ni au niveau du cul-de-sac. Pas de masse latéro-utérine. Quel diagnostic suspectez-vous et justifié? J'ai donné beaucoup d'informations normalement. Donc, on a dit c'est une multipare, elle est diabétique, il y a du diabète dans la famille, elle est diabétique depuis 12 ans, elle est sous insuline. Donc, elle a fait déjà 3 avortements précoces. Maintenant, elle est à sa 5e grossesse, grossesse de 6 mois. Et cette grossesse, déjà, au cours de la grossesse, elle a déjà fait 2 tableaux cliniques d'infection. Donc, elle a fait 2 tableaux d'infection vaginale. Le mari aussi, il souffre d'infection à répétition. Donc, on a mis le spéculum, on a vu les caractéristiques sémiologiques de ces leucorrhées qui sont blanchâtres, abondantes et qui s'accompagnent de prurites intenses. Dans quel diagnostic suspectez-vous et justifié? Donc, je vais lire rapidement les réponses. Alors, dyspareunie éphase, candida albicans, vous voyez, c'est un champignon, candidose, mycose bactérienne, c'est la même chose, candidose, très bien. Antibiotiques élimine la flore vaginale. Très bien. Donc voilà, j'ai fait tout à l'heure une remarque par rapport à la pneumopathie. C'est notre antibiotique qu'elle a pris pendant 3 semaines. Ces antibiotiques altèrent la flore vaginale, déséquilibrent la flore vaginale, ce qui favorise les infections. Une femme qui prend beaucoup d'antibiotiques, ça peut déséquilibrer la flore bactérienne vaginale, ça favorise les infections. Très bien. Il y a des bonnes réponses, il y a peu de bonnes réponses. Très bien. Donc, le diagnostic, c'est la candidose génitale récurrente, parce que c'est récurrente, elle est à son 3e épisode au cours de l'année. C'est type vulvovaginite étendue. On a vu que tout le vagin est concerné par cette infection. Donc, les justifications, c'est le terrain. Vous avez les facteurs de risque, vous avez le diabète, vous avez la grossesse, vous avez l'obésité, vous avez l'antibiothérapie à large spectre pendant une période prolongée. Tout ça, c'est des facteurs de risque, on va dire, d'infection. Les caractéristiques sémiologiques évocateurs, c'est les pertes, on a dit blanchâtre, cailleboté et tout ça. Le tableau clinique, il n'est pas pathognomique à l'examen. On voit directement ces leucorrhées qui sont pathologiques. Alors, j'ai mis ma réponse. Quel examen paraclinique? Alors, il y a la réponse. Donc, quel examen paraclinique demandez-vous pour confirmer le diagnostic et quel résultat attendez-vous? À quel résultat vous attendez? En fait, vous voyez très bien que chez cette femme, on ne va pas la traiter comme ça. Il faudrait faire un prélèvement vaginal parce qu'elle est à son 3e épisode d'infection. Donc, il faudrait savoir déterminer avec exactitude le germe. Donc, il est obligatoire de faire un prélèvement vaginal chez cette femme qui a beaucoup de facteurs de risque. Donc, on fait un prélèvement vaginal avec un fungigramme, c'est-à-dire l'étude de fongique, comme on voit avec les bactéries, l'étude de l'antibiogramme, ici c'est le fungigramme. Donc, le résultat, c'est la présence de filaments mycéliens et de spores à l'examen direct. Donc, c'est un champignon, c'est une mycose à Candida albicans après culture en milieu de Saboro. C'est un milieu spécifique pour déterminer le Candida albicans. Le prélèvement vaginalement systématique devant un premier épisode, donc on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas nécessaire de faire un prélèvement lorsqu'il s'agit d'un premier épisode du même tableau patent. L'objectif dans ce cas est d'orienter la conduite thérapeutique, la résistance au traitement. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme traitement? Alors, LCD des pertes, des pertes, très bien, prélèvement vaginal, plus un antibiogramme, traitement local. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme traitement local? Donc, vous avez déterminé que c'est une mycose. Et qu'est-ce qu'on donne? Donc, gel intime. Bon, vous répondez un gel intime. Quel type de gel intime? Donc, le gynopevarine, un antifongique par ovule, très bien. L'antifongique par ovule, c'est le gynopevarine ou autre. Solution alcaline, donc selon le fungigramme. C'est très bien.
Donc là, il y a une qui a répondu de nuit, UDS. Donc elle a répondu, c'est très bien, hein. Donc il faut attendre le résultat de Fenjigram. En fait, non. En fait, on a fait un prélèvement vaginal, on a demandé un Fenjigram, mais entre-temps, il faudrait traiter en attendant les résultats. Parce que c'est une grossesse, et si on laisse une infection, ça favorise l'accouchement prématuré. Donc, on fait notre prélèvement, on prélève, comme avec l'écouvillon, on prélève, et tout de suite, on donne l'ovule antifongique, et on attend après le résultat du Fenjigram. Mais il faut traiter, il ne faut pas laisser la femme et attendre le Felgigram parce qu'il y a un risque important d'accouchement prématuré. Très bien. Terrain, très bien. OK. Augmentin, c'est faux. Il y a des réponses un peu fausses. Donc, très bien. Attends, tiens, un corticoïde. OK, il y a aussi, il y a de bonnes réponses. Il ne faut pas oublier de traiter le conjoint. Il faut alcaliniser le milieu vaginal, donner une solution alcaline, de gel intime alcalin, et puis donner un antifongique tel que le gynopevaril ou autre chose. Alors, on va voir les réponses. Donc, un antifongique local, l'éconazole, du gynopevaril, le pévaril et tout ça. Donc, les mesures associées, bouche vaginale, alcalinisation, il faut bien nettoyer. Donc, renforcer la flore pour permettre la régénération de la muqueuse. Prévention de l'accouchement prématuré. Traitement du partenaire et traitement oral après la grossesse si récidive. Donc, donner de l'éconazole, fluconazole ou éconazole par voie systémique pour ces infections mucosiques à répétition après la grossesse. Et l'ordonnance type, vous voyez là sur le tableau, sur la slide, vous avez du gynopévaril ovieux à 150, un ovule par semaine, c'est à libération prolongée. Vous avez une lotion, c'est le pévaril à pH alcalin, avec 2 fois par jour. Le mélagine aussi. Et il faut traiter ou prévenir la menace par l'utrogestan. S'il y a beaucoup de prurite, on peut donner de la colpotrophine crème, mais on l'utilise à l'extérieur, et du gynophilius pour permettre la régénération de la flore vaginale et de la sphère vaginale. Là, c'est l'ordonnance type dans ce tableau d'infection. Voilà. On va voir les questions. Oui, c'est le gynopévaril, d'accord, mélagine en rupture. Donc, il y a d'autres gels intimes, hein. La colpotrophine, non? Merci pour cette. Je pense il était intéressant le cas clinique. C'est notre pratique quotidienne, on va dire. Les femmes enceintes, diabétiques, qui souffrent de perte et tout ça. Oui, le mélagine en rupture. La colpo ici. La colpotrophine, on ne la donne pas en fait, hein. La colpotrophine, c'est pour la maturation du col. On ne peut pas la donner. Là, c'est la colpotrophine qu'on met à l'extérieur pour les infections, pour la muqueuse à l'extérieur du vagin. Hydralin, l'oginodermophile, ovule. Ok, très bien. On n'a que de bonnes réponses. Il y a une seule réponse qui est un peu fausse. L'antibiotique, l'augmentin, le métronidazole, le flagyl, non, il ne faut pas traiter. Il ne faut pas donner des antibiotiques. C'est un champignon, mais il faudrait aussi réadapter en fonction du résultat de votre phénogramme. Mais là, le tableau clinique, il n'est pas tant. L'image qu'on a vue tout à l'heure au spéculant, alors je reviens sur l'image. Cette image, elle est pathognomonique d'une infection mucosique, d'accord? C'est du champignon, ça. Mais une femme enceinte qui se présente pour des pertes, il faut toujours l'examiner, faire la manœuvre de Tarnier pour éliminer une rupture prématurée des membranes. Il faut toujours examiner. D'accord?
Alors, normalement, on a fini. J'espère que c'était bénéfique. La technique, alors veuillez nous donner la technique du prélèvement vaginal. On dit qu'il est auto-examen. Moi, je pense votre confort, le spéculant en place, puis refait des pas. Alors, le prélèvement vaginal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un spéculant et il faut prélever avec un écouvillon. C'est un écouvillon. On va prélever au niveau du cul de sac vaginal. Au niveau du cul de sac vaginal. C'est-à-dire qu'on va prélever les pertes, on va les mettre et les envoyer au labo. Maintenant, si une femme elle est chez elle et elle ne peut pas aller consulter, ne peut pas voir un médecin tout de suite, elle peut elle-même faire ce prélèvement vaginal, il n'y a pas de souci. Elle introduit les couvillons à l'intérieur, elle le fait tourner, elle met dans le flacon et elle ferme. On peut le faire soi-même. Mais le mieux, c'est de le faire chez le médecin, on va dire, chez la sage-femme, le médecin. Donc, c'est très facile. Il suffit de mettre un spéculant et de prélever les pertes. Chez les jeunes filles, bien sûr, on ne va pas mettre un spéculant, on va prélever à l'extérieur, les pertes à l'extérieur du vagin, au niveau du méa. Alors, le flagide, il est contre-indiqué chez la femme. Oui, le flagide, il est à éviter chez la femme en fait. On ne va pas dire contre-indiqué. Parfois, quand il faut traiter, il faut traiter. Mais il est à éviter chez la femme enceinte. On ne donne pas du flagide. Mais là, c'est une infection phalgique. C'est de la mycose. On ne va pas donner de la flagide. Ce n'est pas une infection parasitaire. Donc, on les donne tous. L'utrogestan, c'est pour la menace d'accouchement. La colpotrophine, c'est pour la régénération à l'extérieur du vagin. Et le gynophilus aussi, c'est la même chose. Donc, on les donne tous. On va dire c'est l'ordonnance type, d'accord? Alors, le traitement chez la jeune fille, c'est la voie orale. Donc, on va éviter la voie locale. Donc, c'est la toilette, bien sûr, on va nettoyer avec une solution, une lotion, par exemple, le Pévaril, crème et tout ça, pour le prurite et tout ça, on donne du mélagine en flacon. Et puis, on va traiter par voie orale, d'accord? Un antifongique par voie orale. La femme allaitante, il n'y a pas de problème. Donc, elle peut faire l'ovule antifongique, il n'y a pas de souci, comme la femme enceinte. Alors, de rien, il y a qui nous disent merci, c'est intéressant. Traitement du conjoint. Le conjoint, il prend aussi l'antiparasitaire par voie orale. La femme qui allaite, elle peut faire les ovules, il n'y a pas de problème. L'ovule antifongique, la femme qui allaite, elle peut le mettre, il n'y a pas de problème. Alors, il y en a qui demandent la présentation. Le Povidex, c'est de la bétadine. On ne donne pas de Povidex. Le Povidex, c'est plus dans les épisiotomies et tout ça. C'est comme la bétadine pour la muqueuse. D'accord? Pas de Povidex. Le délai maximum entre le prélèvement et la lecture, il faut acheminer rapidement votre prélèvement au niveau du laboratoire parce qu'il risque qu'il y ait une pullulation microbienne. Alors, je ne sais pas, Madame Dougan, si elle est là. Il y a des gens qui demandent l'enregistrement, la présentation. Moi, je suis là, c'est vous qui voyez, avec un petit cadran en bas. Oui. Au-dessous de la discussion, c'est écrit fichier. Là, vous pouvez leur envoyer la communication. Il n'y a pas de souci. Essayez de le faire. Même celle d'hier, hein, de toute façon. Je vais envoyer toutes les présentations. Il n'y a pas de problème. À part ça, à part présenter à part avoir les présentations, profitez de l'occasion, profitez de la présence du professeur. Parce que sincèrement, il y a beaucoup on est tous touchés par ce sujet. On est toutes touchés par ce sujet. Justement.
Parfois, sans rien du tout, quand on est fatigué. Mhm. C'est vrai que c'est indolore, sans odeur, sans la femme, mais quand on est fatigué, des fois, il y a ce facteur. Des pertes, oui. Mhm. Mhm. En fait, on a dit que c'est des pertes, il y a une influence hormonale. Et quand on est fatigué, il y a les hormones aussi qui sont là, qui sont. Voilà, exactement. Donc, tout ce qui est hormonal, la femme, elle est compliquée, en fait, hein. Donc, Enfin, dites-moi, s'il y a une atteinte hypophysaire ou la, est-ce que on a oui, toujours une, oui, vous accompagnez de ce genre de signes, de perte, de, justement, c'est une bonne question, lorsqu'on a une atteinte hypophysaire, c'est-à-dire on a l'axe qui ne marche pas, un adénome hypophysaire où il n'y a pas d'FSH, LH, il n'y a pas de sécrétion, il n'y aura pas d'oestrogène. Donc, au contraire, on n'aura pas de sécrétion. C'est des femmes qui n'ont pas de sécrétion, c'est comme la ménopause. Donc, c'est l'inverse, on va dire. Il n'y a pas assez de sécrétion et ça donne de l'infertilité et tout ça. Parce qu'en fait, la glaire cervicale, elle protège la flore vaginale, elle protège l'organisme, mais aussi elle facilite la fécondation, le transport des spermatozoïdes et tout ça. Donc, si on n'a pas de glaire, c'est aussi anormal, c'est pathologique et ça donne des problèmes. Donc, si on a des problèmes au niveau du cerveau, des adénomes hypophysaires et tout ça, ça peut retentir aussi sur la glaire cervicale. C'est comme l'aménorrhée, c'est la même chose. la question, elle est intéressante. Quelle est l'ordonnance type d'une jeune Oui. fille? Alors, en fait, la jeune fille, il faudrait savoir aussi, parce que la jeune fille, la jeune adolescente, elle va se plaindre, elle va pas supporter ses pertes, malgré parfois, justement, vous dites l'ordonnance type dans la question, mais en fait, il faudrait aussi identifier s'il s'agit de pertes physiologiques ou pathologiques, parce que pour elle, c'est pas normal qu'elle ait des pertes, alors que c'est physiologique, c'est son axe qui commence à fonctionner, elle commence à avoir des sécrétions, elle commence à avoir de la glaire. Donc, c'est pour cela que le plus souvent, c'est normal d'avoir cette glaire. Il ne faut pas traiter, justement. Mais lorsque cette glaire, elle est sale, elle est infectée, c'est là qu'il faudrait traiter. Et là, c'est la même chose. On traite en fonction du germe. C'est la même chose. Donc, si c'est bactérien, on donne des antibiotiques. Si c'est un champignon, on donne de l'éconazole par voie orale, donc elle ne peut pas utiliser les ovules. Si c'est un parasite, on donne un antiparasitaire du flagelle par voie orale. Donc, c'est le même principe pour le traitement, c'est en fonction du germe, sauf là, on va utiliser la voie orale. Mais le plus important, c'est de déterminer est-ce que c'est physiologique ou pas physiologique. Il faudrait examiner ces pertes, examiner la jeune fille, on va dire. Parce Quand que vous c'est dites c'est pathologique, ça veut dire qu'elle passe toujours par un bilan? Non, je veux dire que ces pertes, le plus souvent ces jeunes filles, c'est des pertes qui sont normales, mais c'est la fille qui supporte pas. C'est une première fois, c'est une découverte. Donc pour elle, c'est pas normal d'avoir ces pertes. Pour elle, c'est sale, ces pertes, comment ça Ah, se d'accord. fait? Alors que le plus souvent, c'est normal. Mais ces pertes, quand elles deviennent, on va dire, jaunâtres, verdâtres, caillotées, blanchâtres, là, c'est un germe. Il faut examiner la jeune fille. Il n'y a pas, on va dire, d'ordonnance type. L'ordonnance type, on l'a vu tout à l'heure, c'est en fonction du germe. Si c'est blanc, c'est un champignon, c'est par voie orale, on donne un antifongique. Si c'est vert, c'est un parasite, on donne du flagelle par voie orale. Si c'est bactérien, c'est sale, c'est malodorant, donc il faut faire un prélèvement vaginal pour faire un antibiogramme et déterminer quel type de germe. Donc, en fonction, on va dire, du germe. Mais en général, il faut faire la part des choses.
chez une jeune fille, parce que le plus souvent, c'est physiologique. Il ne faut pas traiter, on va dire. Le plus souvent, c'est physiologique. Donc, il faut toujours examiner avant de donner un traitement. Donc, même si la fille, elle vient pour un traitement, parce que le problème chez nous, c'est quoi? Si elle vient, elle doit sortir avec une ordonnance. Non, c'est pas toujours le cas. Elle peut venir, on l'examine, on trouve que c'est des locaux physiologiques, on va lui expliquer c'est quoi et c'est tout. Elle rentre sans ordonnance. Maintenant, si on trouve que c'est pathologique, là, on va lui prescrire un traitement qu'il faut. D'accord? C'est ça. Alors, une minute, le temps pour une infection. Donc, une infection, il y a une question. Une infection évoluant mal sous traitement bien mené, peut-on penser à une infection haute? En fait, une infection haute, elle a son tableau clinique, l'infection haute, parce que si on traite mal une infection basse, elle peut évoluer vers l'infection génitale haute. Et dans l'infection génitale haute, il y a la simple, il y a la compliquée. Compliquée, c'est-à-dire elle a des complications, du pus, des collections purulentes et tout ça. Mais l'infection haute, en général, ça s'accompagne de douleurs pelviennes. Elle a un peu mal, vague, et elle a un tableau infectieux, c'est-à-dire un fébrile, un peu de fièvre. Et tout ça, c'est les symptômes, on va dire, d'infection haute avec associés à ces leucorrhées. Donc, quand on a ce tableau clinique associé, là, on pourra dire qu'il y a une infection génitale haute associée à ces pertes par voie basse. Alors, il y a le frottis, il y a une question sur le frottis. Si le frottis cervico-vaginal, alors, si le frottis inflammatoire, son germe bien défini, est-ce que contraire? Alors, le frottis, on a dit, c'est pour les lésions précancéreuses du corps. Donc, si vous avez un frottis inflammatoire, son germe, c'est-à-dire il faut donner un antiseptique, pas d'antibiotique ou un antifongique. Il faut donner de la colchicine, par exemple, juste un anti-inflammatoire. Le streptocoque non pathogène peut causer l'avortement. Oui, le streptocoque, on va dire, le bêta-streptocoque beaucoup plus, le streptocoque bêta-hémolytique, qu'on appelle comme ça, il est responsable de ce qu'on appelle la vaginose bactérienne. Et cette infection qu'on appelle la vaginose bactérienne, elle donne des avortements et surtout, elle donne de l'RPM chez la femme enceinte, la rupture prématurée des membranes et l'accouchement prématuré. Donc, ailleurs, à l'étranger, en France, ils font un prélèvement vaginal systématique au 6e mois de la grossesse à la recherche du streptocoque bêta-hémolytique, à la recherche d'une vaginose bactérienne parce que c'est souvent asymptomatique et ça donne un accouchement prématuré. Voilà. C'est la question sur le streptocoque. C'est plus chez la femme enceinte qui fait une menace ou bien qui fait une RPM. Souvent, ce germe, cette bactérie est impliquée dans, dans ce tableau clinique. Alors, le chlamydia, comment faire vu asymptomatique? Oui, le chlamydia trachomatis, le problème, c'est le tableau clinique, il est asymptomatique, c'est pas évident, mais le problème, on découvre ça plus tard, après quelques années. La femme, elle se traite pour une infertilité, et quand on fait notre célioscopie, on retrouve les aberrances qui sont typiques au niveau, surtout au niveau du pelvis, au niveau aussi du foie. Ces adhérences sont en rapport avec cette infection à chlamydia trachomatis. Donc, le tableau clinique, il est très fruste, mais ça donne des dégâts au niveau du pelvis. Ça donne beaucoup d'adhérence. Donc, comment faire le diagnostic? En fait, on ne peut pas faire le diagnostic parce que c'est asymptomatique le plus souvent. Le chlamydia, c'est souvent asymptomatique. Alors, pour les mycoses, c'est important de donner des conseils hygiéniques avant même de prescrire le traitement. Essuyer avec du papier jeté, arrêter d'utiliser les serviettes. Oui, c'est très important. On a dit tout à l'heure les facteurs déclenchants et les facteurs de risque et tout ça. On a dit que les mesures hygiéniques, c'est très important. On a dit qu'il faudrait se laver, il faudrait se laver régulièrement. Et pas de toilette intime, pas de douche vaginale. C'est mauvais les douches vaginales. Il y en a qui font des douches vaginales, surtout après les rapports sexuels.
Donc, les douches vaginales, ça détruit, on va dire, la glaire, ça détruit la flore vaginale, ça profite. Donc, éviter ces douches vaginales, d'accord? Il faudrait vraiment les éviter. Donc, utiliser du savon, utiliser du gel une seule fois par jour, pas tout le temps. Donc, pas à chaque lavage, mais une seule fois par jour, par exemple le soir. Toujours bien rincer, ce gel, il faut toujours bien rincer et s'essuyer avec du papier et jeter. Aussi les sous-vêtements, les slips, tout ce qui est sous-vêtements, il faudrait éviter tout ce qui est synthétique, utiliser tout ce qui est coton, laver à la main avec du savon et bien sécher à l'air libre. Voilà. C'est important les mesures d'hygiène. Docteur, professeur, je vais Oui, juste vous interrompre une seconde. J'ai vu dans le chat, il y a le docteur Haridi qui dit que la communication, que la formation est enregistrée va être enregistrée sur YouTube. Je sais pas, vous n'avez pas le droit, monsieur, madame, sans l'autorisation de notre enseignante, hein. oui, oui. Mhm. Vous n'avez pas à le faire. Nous sommes dans un aspect, dans un cadre étatique. Nous faisons notre possible pour vous assurer la formation. Nos enseignants essayent de vous faciliter la tâche. Parfois, ils peuvent vous donner la communication. Parfois, elle n'est pas sous PDF, c'est leur droit le plus absolu. Mais nous essayons de faire de notre mieux. Mais cette histoire de YouTube, je ne veux plus la voir sur le chat. S'il vous plaît, demandez quand vous voulez, des formations, demandez des précisions, demandez à l'enseignant de vous donner son mail. C'est beaucoup Oui. plus logique de rentrer en contact avec l'animateur que d'user de YouTube que je déteste. Oui, je partage ça, Madame Bougam. Parce qu'en fait, YouTube, si vous voulez voir un truc sur YouTube, vous pouvez voir YouTube, il y a d'autres vidéos, mais il faudrait toujours demander l'autorisation. Donc, on peut pas, on est là pour vous former, donner le maximum de nous. On répond toujours à l'appel, hein, Inch'Allah, on va répondre toujours à l'appel, mais on est toujours là, donc ça sert à rien de mettre sur YouTube. On se retrouve avec, sur YouTube sans notre autorisation, c'est pas bon, hein. C'est pas toujours bon. C'était la remarque que je voulais faire par respect à à l'enseignant qui travaille avec nous et par respect à la structure en elle-même. À l'institution, Mm. oui. Donc, est-ce que vous pouvez leur donner télécharger Oui, oui. Alors, les communications? alors, Sans donner votre mail, vous allez, quand elle va le transmettre sur le fichier, vous allez la voir directement. alors, bureau. Vous avez celle d'hier, Tanit, si vous pouvez, hein. Oui, saignement fonctionnel. Il y aura, Inch'Allah, d'autres formations. Nous allons programmer des formations en région, Inch'Allah, en présentiel. Déjà, qu'il y a le saignement. Télécharger comme moi. Vous cliquez et vous téléchargez. Alors, document. Formation, préparation à la naissance. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, apportez plus de précision par rapport à la formation, préparation à la naissance. Ça reste vaste. La conférence docteur vous est envoyée comme tout le monde. Moi, je l'ai prise, hein. Ah, il n'y a pas de souci. La deuxième, par contre, allez le Corée. Il reste juste aller le Corée. Je suis en train de...
Alors, voilà. Vous avez les deux, normalement, le cas clinique et la présence. Voilà, il y a le cas clinique. Allez, les deux, c'est ça. Je vous demande, c'est pourquoi la prochaine formation, Madame Dougan? C'est demain. Demain, ça sera les... comment on appelle ça? L'endométriose. Non, est large. Non, vraiment, moi je pense que l'endométriose risque de devenir un problème de santé publique. Oui, oui. Parce qu'elle est méconnue, surtout par nos jeunes filles. Et ils se retrouvent étape par étape. Ensuite, il y a des problèmes dans les grossesses, il y a des douleurs. Ils vous parlent de douleurs de règles, mais en fait... c'est de l'endométriose. Dans un tiers des cas, c'est de l'endométriose, justement. Mais en fait, c'est les jeunes filles qui souffrent de ça. Et aussi, c'est les médecins qui passent à côté aussi du diagnostic parce qu'on a tendance à banaliser ces dysménorrhées, on va dire. Oui, on banalise. Et puis, il y a beaucoup ceux qui... Et justement, alors l'heure c'est à 13h30 ou à 14h, on verra, selon la disponibilité. Par rapport aux jeunes filles qui ont des troubles de règles, alors ils les ont pendant, justement c'est l'inconscience, ils les ont par exemple pendant 2 mois, par exemple Ramadan ils les ont plus, ils sont toutes contentes, je n'ai rien eu. Mais est-ce que ça ne devrait pas, le médecin généraliste, est-ce qu'il ne devrait pas attirer l'attention de cette personne par des conseils, par, je ne sais pas, une approche qui nous permet de régler ce genre de... Parce qu'après, un beau jour, elle décide de se marier, elle vous dit, je vais prendre la pilule, là, je ne suis pas régularisée avec mes... Justement, le médecin généraliste, c'est la pierre angulaire dans ça, hein, parce que le premier contact, surtout les jeunes filles, elles vont pas voir le gynécologue en général, elles veulent pas, le gynécologue pour eux, c'est l'examen gynécologique et tout ça. Donc, oui, c'est là. Elles ont tendance à partir voir un interniste, un médecin généraliste, donc elles évitent les gynécos. Et là, c'est tout le rôle de la formation, on va dire, du médecin. Le médecin, on va dire, généraliste, qui est le premier recours, normalement. C'est comme le système anglais, c'est le premier recours. Là, et là, c'est lui qui fait le tri, on va dire. Là, elle souffre de dysménorrhée. En fait, un interrogatoire minutieux permet d'orienter vers l'étiologie, hein. Donc, le type de dysménorrhée, depuis quand, est-ce qu'il y a eu de l'absentéisme, elle ne va pas à l'école, au moment où lorsqu'elle a ses règles, et ça traîne depuis, on va dire, l'adolescence, depuis les premières règles. Donc, à partir de cela, le tableau, on va dire, l'interrogatoire, parce que l'examen clinique, en fait, on ne trouve rien. Donc, c'est l'interrogatoire qui est vraiment minutieux. On prend notre temps pour interroger la jeune fille ou la jeune femme. Et là, on pourra dire il s'agit d'endométriose ou non. Et la confirmation, après, ça sera tout ce qui est échographie, tout ce qui est IRM, tout ce qui est même parfois célioscopie. Il faudrait savoir aussi que c'est une maladie chronique. C'est comme le diabète qu'on ne pourra jamais traiter, hein. Donc, il faut une prise en charge psychologique. Parce que c'est pas comme, je sais pas, c'est pas comme les leucorrhées, une infection qu'on traite et c'est bon. Là, l'endométriose, c'est comme le diabète, c'est une maladie chronique. Ça persiste, elle va avoir ça toute sa vie. Et le problème, c'est le retentissement non seulement sur la fertilité, si elle désire une grossesse, c'est le retentissement, c'est la douleur, c'est la femme qui souffre de douleur. Tout le temps, bon, c'est pas toutes les femmes qui ont de l'endométriose ont de la douleur, mais le premier symptôme, c'est la douleur. Elle a des douleurs tout le temps. Elle a les douleurs au moment des rapports sexuels, elle a des douleurs au moment des règles, elle a des douleurs au moment de la défécation. Tout le temps, on souffre de douleurs à cause de ces aberrances. Donc, il faudrait vraiment une prise en charge multidisciplinaire, intégrer les psychologues, c'est pas toujours évident avec, il y a même maintenant, il y a des associations sur l'endométriose, notamment à Alger. Il y a des associations qui activent. Ici en Algérie? Oui, à Alger, oui. Il y en a l'association de l'endométriose, oui.
Il y a des malades avec des malades qui ont de l'endométriose, qui font des journées scientifiques et tout ça. Sur Alger, hein, sur Alger, j'ai assisté une fois avec M. Benel Gouche, le gynécologue. Donc, Ah, d'accord. mais c'est une association de malades, hein. C'est des malades qui ont de l'endométriose. C'est une association. Ils font des tournées partout. Ils sont venus à Constantine et tout ça. Donc, c'est plus une maladie taboue, on va dire. Parce qu'avant, Oui, c'était exactement. une maladie J'espère que taboue. demain, si on vous a préparé aujourd'hui, c'est pour que demain, il y ait un meilleur débat et que Inch'Allah. vous-même, vous soyez partie prenante de la présentation du professeur. Pour ce qui est de l'idée, c'est le même. C'est le même. Fonctionne avec le même idée. Ne vous inquiétez pas. Idée, code, c'est le même. Quoi encore? L'heure, c'est 13h30, Madame Bouven. 13h30 si vous voulez, 14h, Non, 14h. non, non, 13h30, c'est bon, ok. حلوين les communications تاعك خفاف. Aïe, يخلصوا بالخف. aïe, ok. Non, parce que l'après-midi, c'est pas évident comme la Oui, matinée. c'est pas évident. Il y a ceux qui vont chercher leurs enfants, il y a ceux qui... Oui, Donc, ça libérer- crée un peu à la circulation, là, tout. Oui, Donc, on essaye à tout prix... j'avais peur, je vous le cache pas, au début, de les faire l'après-midi, mais alhamdoulilah, bon, quand finalement, ça même... va. On ça n'a va, pas il nous été reste- très libres. Il nous reste celle de demain, ensuite, Inch'Allah, avec Damen, on essaiera de faire le présentiel. Normalement, au mois de juin, on fait le présentiel. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Elle était là hier, on a fait une séquence de thèse, on était ensemble déjà. Ah bon? Oui, elle était avec moi. D'ailleurs, elle m'a dit, vous êtes avec Madame Bougaouta, oui. Euh, On était conviés. C'est une dame qui bosse beaucoup. Oui, oui. Inch'Allah. 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 Inch'Allah, يسحب على النابة. مرحبا بكم نديروا لا فورماسيون على النبا ان شاء الله مرحبا بكم Inch'Allah. Non, Inch'Allah, moi je pense au régional. oui Pour faire bénéficier, il y aura l'équipe de la région, même vous, vous avez vos occupations, l'équipe de la région Est qui s'occupera de nos éléments de l'Est, du centre, qu'ils soient sage-femme ou médecin, les deux, les même deux. le gynéco. Le centre et l'Est, et on verra pour le Sud comment les dispatcher, centre, Ouest et Est, et on verra. Et on va vous libérer. Merci. Toute question peut être mise de côté